Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Tous les participants sont actuellement en mode écoute. Si vous êtes branché au téléphone, composez étoile 0 pour obtenir l'aide d'un téléphoniste. Si vous êtes connecté sur l'Internet, utilisez la fonction de dialogue affichée à votre écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Madame Christine Quinn, directrice à la FCISS. Christine Quinn, merci et bienvenue à ce webinaire sur appel CARES, Action et ressources communautaires pour l'autonomisation des personnes âgées, visant à prévenir la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Je suis Christine Quinn, directrice à la FCISS et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. Tandis que je présente nos conférenciers invités, je vous demanderai de prendre un petit moment pour vous présenter dans la boîte de dialogue. Dites-nous combien de personnes assistent à ce webinaire à partir du lieu où vous êtes. Alors, aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Grace Park, directrice du programme médical pour les services à domicile et médecin de famille à White Rock. Bonjour et bienvenue, Dr. Grace Park. Annette Garm, directrice du projet CARES pour Fraser Health en Colombie-Britannique, mais également boursière force de la FCISS. Et nous sommes également accompagnés du Dr. Barry Clark, qui travaille en soins primaires et en renouvellement des soins continus à Capital Health. Nous avons également nos productrices, Sheena Powell et Kelly Ripley, qui travaillent ici en coulisses à Ottawa. Bienvenue à tous. Nous sommes heureux de vous fournir l'interprétation simultanée pour tous nos webinaires sur appel. Ceci peut, à l'occasion, occasionner quelques pauses dans le dialogue. Évidemment, nous vous invitons à participer dans la langue officielle de votre choix dans la boîte de dialogue. Avant de commencer, histoire de répondre à vos attentes et à vos besoins éducatifs, dites-nous ce que vous cherchez à apprendre au sujet de la prévention de la perte d'autonomie et l'amélioration des personnes âgées à risque de perdre une partie de leur autonomie. Servez-vous de la boîte de dialogue. Nous nous en servirons tout au long de cet exposé d'ailleurs. Au cours du webinaire d'aujourd'hui, nous nous concentrerons sur la présentation et l'explication de l'approche CARES pour prévenir la perte d'autonomie. Nous examinerons les résultats clés de la première initiative CARES dans 2 provinces et nous discuterons du modèle amélioré du projet CARES de Fraser Health qui comprend un indice électronique de fragilité et une évaluation gériatrique globale. Ensuite, nous parlerons des possibilités de pérennisation et de diffusion. Je vous invite à partager votre rétroaction, savoir comment vous avez soutenu ces efforts dans votre propre instance. Servez-vous de la boîte de dialogue et nous ferons une pause d'ailleurs à la fin de l'exposé pour répondre à ces questions. Alors, quelques renseignements sur CARES. Il s'agit d'une initiative innovante identifiée suite à un appel de proposition pour le programme FORCE de la FCISS. FORCE est le seul programme bilingue en son genre au Canada qui vise à gérer le changement dans le contexte évolutif et complexe d'aujourd'hui. FORCE vise à renforcer la capacité des personnes, des équipes et des organisations. Il s'agit de renforcer la capacité à pérenniser les changements et à créer une communauté pan-canadienne de dirigeants qui se consacrent à l'amélioration. À l'heure actuelle, nous avons un groupe de 372 boursiers diplômés et plus de 100 se trouvent au niveau de la haute direction. Ceci s'est soldé par des améliorations importantes dans leurs organisations, leur région et même au Canada. L'équipe Shanex, Fraser Health et Nova Scotia Health a conçu une équipe. Les dirigeants de ces groupes se sont réunis pour aborder l'amélioration ou le dépérissement de l'autonomie chez les personnes âgées fragiles. Il s'agissait de trouver une approche qui pourrait être mise en œuvre à l'échelle nationale. Conséquemment, CARES est devenu une stratégie en amont visant à identifier les premiers signes de la fragilité. Je vais céder la parole à présent à Annette et Grace qui fourniront un aperçu de l'approche CARES. Bonjour, ici Annette Garm.
Nous parlons aujourd'hui de fragilité, de perte d'autonomie. Un grand nombre d'entre vous savez de quoi il s'agit. Il s'agit d'une condition à long terme. La fragilité et la perte d'autonomie est perçue comme une maladie de longue durée, car pour le moment, elle est incurable, mais elle peut être contrôlée par des médicaments ou par d'autres traitements ou thérapies. On sait que la perte d'autonomie ou la fragilité est commune. De 25 à 50% des personnes de plus de 80 ans sont atteintes. C'est plus courant chez les personnes atteintes de maladies chroniques. C'est également épisodique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des crises de délire suite à des chutes et même une immobilité. Et cela a certainement une incidence sur la qualité de vie des personnes âgées touchées. Nous avons une augmentation de la dépression et de l'isolement social qui sont déclarés chez ces personnes. Sa progression est irréversible, surtout au stade avancé. Et évidemment, ce genre de maladie est très coûteuse. On estime qu'elle absorbe jusqu'à la moitié du budget national de santé, ici au Canada et au Royaume-Uni. La fragilité représente 50% du budget du Canada comme du Royaume-Uni. Cela dit, la maladie de longue durée a des éléments qui sont prévisibles. Il n'est pas nécessaire pour toutes les personnes âgées qui commencent une perte d'autonomie de continuer le long de cette trajectoire. Nous travaillons donc avec des personnes âgées à risque de fragilité afin de nous concentrer sur les éléments qui sont l'objet de nos travaux de prévention. La première chose étant l'activité physique, mais également l'excès d'alcool, la déficience cognitive, les chutes, la déficience fonctionnelle, les troubles auditifs, les problèmes d'humeur. Les cliniciens travaillent avec les personnes âgées afin de travailler à ces éléments de prévention. Et si, surtout, ces gens n'ont pas de famille ou de soutien. C'est la responsabilité du clinicien d'aider la personne âgée à se concentrer sur ces éléments qui peuvent être prévenus. Réduire la polypharmacie, le tabagisme, ce sont des choses que vous connaissez très bien. Or, il faut quand même se rappeler que ces éléments de prévention sont l'axe principal du modèle CARES. Nous tâchons de le faire de manière fondée sur les données probantes. La littérature scientifique indique que la fragilité peut être prévenue, surtout lorsque les patients travaillent avec leurs praticiens de soins primaires afin de travailler à ces éléments très tôt dans le processus. Les cliniciens doivent se concentrer sur ces thèmes, veiller à ce que le milieu de vie soit sûr, que la personne âgée prend soin d'elle-même, qu'elle est au chaud, qu'elle obtient ses vaccins et qu'on prévient ses risques de chute. Alors pourquoi prévenir la fragilité? Eh bien évidemment, c'est évident. Ce faisant, comme clinicien, on améliore les résultats de santé des personnes âgées et leur qualité de vie. Et à l'appui de la prévention de la fragilité, on fait appel à la littérature scientifique qui nous indique que la prévention de la fragilité améliore les résultats de santé des personnes âgées à risque, non seulement pour une intervention précise, mais pour la gestion à long terme des besoins en matière de santé. Il faut travailler avec les personnes âgées pour commencer à améliorer leur capacité à s'autogérer afin de réduire les éléments prévisibles et aussi renforcer les facteurs qui diminuent la fragilité et la période de morbidité avant le décès. Et évidemment, on veut réduire les répercussions sur les ressources de soins de santé. On sait qu'il y a une utilisation disproportionnée de la part de personnes âgées fragiles, ce qui engorge les soins actifs dans les hôpitaux et limite l'accès aux soins de longue durée, ce qui n'est pas pérenne pour le système. Bien des gens se demanderont aussi pourquoi faire une évaluation gériatrique globale en soins primaires.
Vous connaissez sans doute l'évaluation gériatrique globale Rockwood, qui est perçue par la norme d'or en matière de gestion de la fragilité. On s'en sert à l'échelle de la planète pour mesurer la progression de la fragilité. Et l'utilisation de l'EGG favorise l'évaluation holistique, multidimensionnelle et interdisciplinaire d'une personne à risque. L'EGG donne généralement lieu à l'établissement d'une liste de problèmes de santé pour élaborer un plan de soins et de soutien personnalisé. L'EGG soutient un plan de bien-être centré sur le patient et adapté à ses priorités. En faisant cette évaluation gériatrique globale, on peut se fonder sur un grand nombre d'études. On sait que les personnes âgées à risque vivent plus longtemps dans leur domicile. Ceci permet de réduire les admissions en soins de longue durée, de réduire les hospitalisations et réduire les durées de séjour en hôpital. Et cela permet aussi de réduire les chutes et d'améliorer la fonction physique. De manière plus importante, certaines des recherches sur le GG soulignent la nécessité de se concentrer sur les personnes âgées encore autonomes pour éviter leur glissement vers un état irréversible de fragilité avancée. Ceci nous ramène à cette idée qu'il y a des éléments de fragilité qui peuvent être prévenus et certains facteurs de protection auxquels il faut travailler. Et les cliniciens doivent travailler avec leurs patients pour y faire face. Donc, les domaines de cette évaluation gériatrique globale, le GG, surtout chez les personnes âgées moins fragiles, vise à évaluer la force, les chutes, la douleur, toute maladie sous-jacente de longue durée, l'examen des médicaments, la continence, etc. On voit aussi la mémoire, l'humeur et la cognition. Toute déficience de cognition qui pourrait être réversible surtout, et leur capacité de s'acquitter des activités de vie quotidienne, ainsi que leur réseau de soutien social. Et il faut également évaluer leur risque d'isolement social, ainsi que la dépression. Le GG peut également permettre d'aborder le milieu de vie. Quel est l'état du logement de la personne âgée? Y a-t-il des escaliers? Le logement est-il trop grand? Ont-ils perdu leur époux, leur épouse? Se trouve-t-il dans un environnement où il y a 3 ou 4 chambres à coucher qui est beaucoup trop grand? Quel est le niveau de participation et les préoccupations individuelles? Quelles sont leurs préoccupations? Et sont-ils capables de participer à la correction de ces préoccupations? Et quels sont les mécanismes et l'ingéniosité auquel une personne peut avoir recours pour faire face à la perte d'autonomie? Et comment peut-on renforcer cette capacité? Cette diapositive concerne l'indice électronique de fragilité IEF de l'EGG pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques et à risque de perte d'autonomie. Il est utilisé actuellement en Colombie-Britannique. On travaille donc avec le docteur Rockwood et Zhao Song et nous travaillons à mettre en œuvre l'IEF dans les établissements de soins primaires. La littérature scientifique, et d'ailleurs nous ne sommes pas les premiers, nous sommes les premiers au Canada, tant que nous sachions, à nous servir d'un indice électronique de fragilité exhaustif qui nous donne un indice au point de service, mais on sait que au Royaume-Uni, cet indice est utilisé. Cet indice permet d'évaluer la fonction physique, d'examiner les conditions de vie dans la communauté, de diminuer l'utilisation des soins de courte durée et les durées de séjour à l'hôpital. Il est aussi amélioré à une survie prolongée chez les personnes âgées. L'indice électronique de la fragilité, pourquoi est-ce qu'on s'en sert? Pourquoi nous intéresse-t-il autant, surtout au point de service? Eh bien, c'est que cet indice est une mesure sensible de la fragilité. Il nous fournit une mesure de la fragilité au point de service, c'est-à-dire qu'on s'écarte
de l'évaluation un peu aléatoire à une mesure fondée sur des données probantes. Et elle nous permet d'avoir une idée très précise de la fragilité. Il s'agit donc d'une approche davantage fondée sur les données probantes. Alors voici un graphique qui nous provient du Dr. John Young au Royaume-Uni. On se sert de l'indice électronique de fragilité et cela nous donne une idée de ce qui se produira avec cette ligne verte de population en forme. Comme clinicien en soins primaires qui souhaitent produire des plans de soins, on sait que ces personnes, généralement, ont besoin de très peu de soutien. Mais plus on avance dans l'échelle, même chez les légèrement fragiles et modérément fragiles, le plan de soins peut aider la personne âgée en question à renforcer sa capacité individuelle à s'occuper de sa maladie chronique et à autogérer son état de santé. Et donc, les patients qui ont une fragilité modérée ou sévère nécessitent des plans de soins distincts et qui sont généralement plus intensifs sur le plan des ressources. Alors voici un aperçu très global de la fragilité et des raisons pour lesquelles on cherche un modèle comme CARES. Et à présent, je vais céder la parole au Dr. Grace Park qui parlera du modèle CARES ici en Colombie-Britannique. Dr. Grace Park, merci Annette. Je suis heureuse d'être présente pour parler du modèle CARES, un modèle dont on est très fier ici en Colombie-Britannique. Évidemment, lorsqu'on a commencé le projet il y a quelques années en tant que projet Force, on est entré en partenariat avec la Nouvelle-Écosse et d'ailleurs le Dr. Barry Clark aura quelques propos à formuler dans un instant. Alors, c'est la toute première fois que nous entrons en partenariat avec les prestataires de soins primaires dans leur clinique pour identifier des personnes âgées dans leur clinique qui sont à risque de fragilité, qui sont pré-fragiles, si vous voulez, et à risque si jamais quelque chose influait sur leur capacité à s'occuper d'eux-mêmes. Nous avons demandé à des médecins intéressés d'examiner leur clientèle et de choisir des patients qui se trouveraient dans l'échelle de fragilité clinique de 3 à 5. Des personnes de 65 à 85 ans vivant dans la communauté et commencer à les inscrire dans le projet CARES. On commence donc par rencontrer le médecin dans son cabinet, de pair avec les membres de son équipe interdisciplinaire pour remplir l'évaluation gériatrique globale qui produit l'indice électronique de fragilité. Comme le disait Annette Garm, on est très heureux de le faire au point de service car on sait que l'indice de fragilité est une mesure très exacte de la progression de la fragilité et également une mesure de l'efficacité de l'intervention en matière de prévention de la fragilité. Suite à cette évaluation, le clinicien et son équipe peuvent mettre l'aîné en relation avec un programme communautaire qui comprend un encadrement, un formateur qui communique avec la personne âgée sur une base hebdomadaire, formateur qui communique avec la personne âgée selon le plan et les objectifs de la personne âgée, qu'il s'agisse d'augmenter son activité physique, d'établir plus de liens dans sa communauté. Ce formateur, cette personne encourage l'aîné à adhérer à son plan. On a utilisé ce modèle pendant un projet pilote de 6 mois et au final, on a évalué la progression de la fragilité selon l'indice ainsi que la qualité de vie chez les personnes âgées inscrites et on cherche aussi un peu plus tard à examiner l'utilisation des services de santé ainsi que les résultats de santé. C'est une mesure de gestion en amont très proactive et pour la toute première fois, on encourage les prestataires de première ligne à faire cette évaluation en cabinet
et à remplir l'évaluation gériatrique globale et à indiquer toute difficulté sur le plan du logement ou autre afin de mettre la personne âgée en contact avec des soutiens dans la communauté. Voici la page d'accueil de l'évaluation gériatrique globale dont on se sert. Tout prestataire de première ligne de la Colombie-Britannique, enfin la majorité, ont le dossier de santé électronique. Et donc, nous avons choisi un des DSE qui se trouve dans Fraser Health. Voici la page d'accueil du prestataire lorsqu'il clique sur la fonction CARES dans le dossier de santé électronique. En bas à gauche, vous avez des encadrés qui peuvent être remplis par le personnel de première ligne, qu'il s'agisse de l'infirmière ou une infirmière de l'Autorité régionale de la santé ou un ergothérapeute qui peut remplir une évaluation sur la cognition ou le test de fonction. Ceux-ci sont saisis par les professionnels de sorte que le médecin y a accès lors de la prochaine visite. Et à droite, vous avez les fonctions dont se sert le médecin. Vous avez les évaluations cognitives, pré-MOCA, post-MOCA. Vous avez l'algorithme du projet. Et un peu plus loin, vous avez les divers outils dont on se sert et qui s'inscrivent dans le GG, l'évaluation gériatrique globale. De pair avec ceci, nous travaillons à la mise en place de soins primaires en équipe. La Colombie-Britannique a une orientation stratégique qui provient de son ministère, indiquant que les prestataires de soins primaires doivent travailler en réseau, soutenus par l'Autorité régionale de la santé, Allied Health, afin de mettre en place des soins interdisciplinaires. L'évaluation gériatrique globale est très exhaustive et nécessite beaucoup de temps. Les médecins ont une charge de travail imposante et donc n'ont pas forcément le temps de remplir cette évaluation eux-mêmes. C'est donc utile de travailler en équipe pour ce faire. À Fraser Health, nous avons une infirmière qui fait parfois certains des tests et pose des questions par rapport à la capacité de s'acquitter des activités quotidiennes de la vie, la situation sociale et ainsi de suite. Et ensuite, c'est saisi dans le système de sorte que le médecin a les renseignements à portée de main lorsqu'il en a besoin. L'indice peut être suivi au fil du temps, donc 6 mois après coup, une fois le projet complété et que le patient a eu 6 mois d'encadrement, on peut vérifier l'indice de fragilité. Cela demeure dans le DSE, donc au fil des ans, le médecin peut se servir de cet outil pour évaluer la progression de la fragilité chez la personne âgée, et tout besoin d'intervention selon les incapacités. Et cela en vue d'encourager l'autogestion et la planification des soins lorsque les déficits sont identifiés. L'encadrement en santé à Fraser Health, et on l'espère partout ailleurs en Colombie-Britannique, se fait en collaboration avec Self Management Health Coach, un programme téléphonique qui peut durer 3 mois et jusqu'à 6 mois, qui aide les participants à demeurer motivés pour terminer leur programme et atteindre leurs objectifs de santé, qui peut être augmenter leur activité physique, et jusqu'à des objectifs très particuliers qu'ils peuvent mesurer au fil du temps, afin que la réussite soit accrue. Donc, c'est le programme d'autogestion qui a été utilisé à Fraser Health, et les résultats du projet pilote initial indiquent que dans notre cohorte, nous avons une augmentation importante au cours des 6 mois du projet. 57% ou même 67% de nos personnes âgées ont augmenté la fréquence des exercices et 59% avaient une attitude améliorée à l'égard de la santé, selon un questionnaire que nous avons administré. Et l'indice de fragilité qu'on a surveillé sur la période de 6 mois a diminué de 0,32%,
C'est une réduction de 3% de l'indice de fragilité. C'est l'équivalent de 2 déficits lorsqu'on complète le profil de l'évaluation gériatrique globale. D'autres avantages? L'amélioration de la qualité de vie, la diminution de l'utilisation des ressources de soins de courte durée et le maintien des personnes âgées dans leur communauté, ainsi que des liens avec leurs prestataires de soins primaires. Donc le lien entre le milieu de soins primaires et l'organisation communautaire a vraiment été la pierre angulaire du modèle. C'est effectivement un grand atout. Ce programme a été financé par le ministère de la Santé et il est disponible partout dans la province. Les défis à présent auxquels on a fait face. Avoir une nouvelle idée, demander un changement de comportement chez les prestataires de première ligne, chez les médecins de première ligne, cela était une première. Un changement de comportement exige beaucoup de travail. D'abord, pour mobiliser les médecins, pour qu'ils comprennent les avantages de l'évaluation gériatrique globale, fournir les renseignements nécessaires grâce à un gériatre, parler des avantages des outils d'évaluation, se servir d'un outil fondé sur des données probantes plutôt que de simplement faire une petite évaluation aléatoire. À maintes reprises, on a montré que leur évaluation de la fragilité, leur évaluation faite à bout de nez, n'était jamais suffisante, que la fragilité du patient était toujours supérieure à ce que pensait le prestataire de soins de première ligne. Donc, en soi, c'est quelque chose qui a été très efficace. Et pour fournir une planification des soins pour les patients selon le niveau de fragilité, on a fait comprendre aux prestataires que cela leur permettrait de travailler avec les travailleurs de l'équipe interdisciplinaire afin de mieux servir les patients selon leur état de fragilité, comme vous l'avez vu dans le graphique antérieur. Je vais de nouveau céder la parole à Annette Garm qui parlera de notre collaboration et de nos espoirs de diffusion. Annette Garm. Alors, nous avons beaucoup de partenaires et ce fut une excellente occasion pour nous d'ailleurs. Nous avons commencé par la formation en utilisation de la recherche pour cadre force de la FCASS et ensuite les partenaires initiaux dans le cadre de ce programme étaient l'autorité de santé Capital Health de la Nouvelle-Écosse et Fraser Health ainsi que Shanex Limited. Shanex n'a pas pu travailler avec les soins primaires et donc Fraser Health s'est occupé des soins primaires et ne s'est pas intéressé aux soins de santé assistés dans le cadre de ce projet particulier. Donc évidemment, la FCISS est un partenaire, l'Institute on Aging and Lifelong Health de l'Université Victoria, le Dr Patrick McGowan aussi, le Réseau canadien des soins aux personnes fragilisées, le Dr Muscaderi, l'Université de Dalhousie, le Dr Ken Rockwood, l'Université Simon Fraser, Dr Jai-Wei Song, Interrail, Dr John Hurdies, IntraHealth Canada Limited, qui a conçu le premier formulaire versé dans le dossier de santé électronique, la division de pratique familiale de Fraser Health et, évidemment, nous espérons ajouter les instituts de recherche en santé du Canada. Nous avons fait une demande de subvention pour mettre la rigueur de l'outil à l'essai afin d'établir un lien entre l'indice et l'échelle Rockwood. Je cède à présent la parole à Barry Clark, qui abordera brièvement la collaboration avec la Nouvelle-Écosse. Barry Clark. Excusez-moi, j'exploite ma clinique au même moment.
Alors, je suis heureux de participer à ce webinaire. C'est la première fois que je peux prendre connaissance de l'évolution des projets de Fraser Health et je suis vraiment emballée, je suis impressionnée par le travail que vous avez accompli. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit et il s'agit d'un excellent travail qui trouve véritablement sa place en soins primaires et qui a un potentiel formidable pour faire une différence auprès des personnes âgées. Je m'intéresse surtout à l'évaluation gériatrique globale et l'indice électronique de fragilité versé dans le DSE. En Nouvelle-Écosse, pendant la période de cette collaboration, il y avait énormément d'enthousiasme pour ce genre de travail. Bien que pendant cette même période, le paysage politique a évolué. Il a donc été impératif pour nous de travailler avec cette nouvelle autorité de santé pan-provinciale. Donc à présent, nous avons d'excellentes conversations sur le travail en matière de fragilité et je pense qu'en Nouvelle-Écosse, il y a une prévalence accrue de la fragilité et un manque de connaissance de l'impact de la fragilité sur la santé de chacun. Nous avons donc encore beaucoup de mauvais résultats pour les patients dans à peu près toutes les sections du système de soins de santé. Les soins de santé primaires, le secteur des soins de santé primaires comprennent mal les fragilités, certainement les détails d'une évaluation gériatrique. Et quoi qu'il en soit, nous avons commencé du moins dans la zone centrale, telle qu'on l'appelle maintenant, qui était autrefois Capital Health. Donc la zone centrale développe une stratégie pour la perte de l'autonomie et nous amorçons ce long périple qui nous mènera à une meilleure compréhension, une meilleure mobilisation des médecins et des partenaires en matière de planification des soins. Beaucoup de travail se fait à divers niveaux de la fragilité, surtout sur le spectre de la fragilité, de la pré-fragilité jusqu'à la fragilité grave. Et quels sont les résultats que l'on cherche en soins primaires, de sorte que l'on puisse influer sur la fragilité, non seulement pour gérer les stades avancés de la fragilité, mais également prévenir l'évolution de la fragilité en amont afin de réduire l'utilisation des soins. Donc, comme le projet CARES, ça devient un véritable résultat escomptable, dans le sens qu'une fois qu'on identifie la fragilité, comment agit-on pour influer sur elle, afin de prévenir cette fragilité rapide chez les personnes âgées. Il existe des groupes de travail sur le portail de la fragilité, auxquels peu de travaux ont été consacrés depuis un moment. Il s'agit à présent pour nous donc de renforcer ce portail et de travailler un indice qui permet d'évaluer la fragilité dans le cabinet du médecin de soins primaires et d'identifier son évolution au fil de plusieurs consultations, ce qui donne aux médecins de famille la possibilité de le faire en très peu de temps, avec le soutien d'une infirmière de pratique familiale. Une fois le diagnostic établi, le médecin de famille et le portail de la fragilité permettrait de brancher la clinique sur les différentes ressources communautaires auxquelles le médecin de famille pourrait faire appel pour renseigner le patient et continuer de faire le suivi, évidemment. Et enfin, le dernier groupe de travail constitué concerne l'évaluation et la recherche. Alors, je pense que, de nouveau, on a un bon élan. Et c'est vraiment emballant de voir les résultats de Fraser, car il s'agit d'une course à trois. Vous avez les instituts canadiens de recherche en santé au milieu qui nous aident à avancer. Alors voilà, c'était un aperçu très global, très rapide de la Nouvelle-Écosse. Et je pense que la fragilité, en fait, c'est l'avenir. Annette Garm. Alors, nous revenons à cette question. Pourquoi diffuser CARES? Eh bien, nous estimons
que les données probantes, non seulement issues de notre projet, mais également la littérature scientifique issue du Royaume-Uni, le Dr John Young exploite un projet très similaire avec un indice électronique de fragilité en soins primaires et ensuite c'est suivi d'un encadrement. Donc il y a beaucoup d'articles de recherche qui concernent l'utilité d'une évaluation multidisciplinaire chez les personnes âgées. Nous estimons que d'avoir un indice mesurable en soins primaires ajoute beaucoup de valeur à la trousse d'outils du médecin et donne une mesure très sensible de la fragilité et qui peut être suivie dans le temps et qui permet aussi de travailler avec les patients afin de créer un plan de bien-être auquel se trouve le patient en son centre. Cela permet aussi d'utiliser les ressources en communauté pour aider la personne âgée à vivre de manière saine. Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas tellement de prévenir la fragilité, mais plutôt de vivre de manière saine et comprendre quels sont les facteurs qui protègent contre la fragilité et se concentrer sur les éléments qui peuvent être prévenus tout en ayant un plan d'action fondé sur des données probantes pour y réagir. Donc, nous estimons que les données probantes sont bien présentes, on le constate dans nos propres travaux, mais on pense aussi que c'est ce que cherchent les participants. Comme Billy Askey, une de nos patientes, le disait, tout ce que je veux, c'est d'être en bonne santé et en bonne forme jusqu'à mes 90 ans et plus, tant que possible. Et c'est vraiment l'intention derrière ce projet d'aider les patients en soins primaires ainsi que les cliniciens avec des outils issus des meilleures pratiques. Dr. Grace Park, je voulais dire que Billy Askey est maintenant une participante partenaire, une des premières participantes au projet qui témoigne bien de l'utilité du modèle. Et notre modèle vise à vieillir bien et vivre en santé. Christine Quinn, merci à Annette et Grace et merci également à Barry d'avoir partagé une autre perspective. Je pense que cela en dit long sur la pérennité de l'innovation et sur les moyens par lesquels diverses régions du Canada peuvent mettre en œuvre des concepts similaires. À présent, on aimerait vous entendre. Nous avons déjà quelques questions dans la boîte de dialogue, mais j'aimerais d'abord vous demander, selon ce que vous avez entendu, j'aimerais vous demander donc de me dire si vous mettriez en œuvre une approche CARES chez vous. Est-ce que vous l'envisageriez? Prenez un petit instant et répondez à ce sondage. Les 2/3 ont déjà répondu. Je suis heureuse d'avoir eu l'occasion d'entendre ce qui se passait du côté de Fraser Health et aussi en Nouvelle-Écosse. On dirait bien que les choses prennent leur élan en Nouvelle-Écosse. Alors, si vous avez des questions, tandis qu'on attend que tout le monde réponde à la question, vous pouvez les saisir dans la boîte de dialogue. La majorité d'entre vous, vous y intéressez, certains ne sont pas certains. On a quelques questions qui nous ont été envoyées et donc je vais demander au Dr. Grace Park d'y répondre. Eva avait une question, à savoir pourquoi on n'inclut pas la vision, mais qu'on entend l'audition. Qu'on inclut plutôt l'audition et pas la vision dans l'évaluation. Et on demande aussi quelle est la disponibilité du programme dans Coastal Health en Colombie-Britannique. Alors je me demande si Annette ou Grace
pourrait répondre à cette question. Question posée par Eva. Annette Garm. Ce n'est pas encore disponible à Vancouver Coastal Health. Or, nous avons d'excellentes possibilités, d'excellentes raisons de croire que ça marchera, car le dossier de santé électronique permet de rendre l'évaluation disponible à tous. J'ai parlé à John Tolley de Vancouver Coastal Health et il s'intéressait à un projet commun à l'avenir et nous serions heureux de le faire. Car, vous vous rappelez peut-être, les deux éléments, vous avez l'intervention, c'est-à-dire une évaluation gériatrique globale. Donc, vous devez avoir cela dans votre dossier de santé électronique afin de calculer l'indice électronique de fragilité dans le milieu de santé. Et la deuxième partie de l'intervention, c'est l'autogestion, l'encadrement. Et ça peut être rendu disponible à tout le monde en Colombie-Britannique. Alors, c'est fort possible de déployer ce programme à Vancouver Coastal Health à l'avenir. Jusqu'à présent, la participation des parties prenantes ne fait que renforcer notre projet. Donc, on serait heureux de rajouter Vancouver Coastal Health à nos efforts. Christine Quinn, merci Annette. Nous avons quelques autres questions. Une qui nous a été posée un peu plus tôt quand vous présentiez les résultats. Alors, pouvez-vous préciser, lorsque vous avez présenté les résultats, est-ce que c'est par comparaison un groupe où il n'y a aucune intervention ou est-ce que c'est pré et post? Pouvez-vous nous donner un peu plus de renseignements à cet effet? Annette Garm, c'était pré et post. Et c'était le projet pilote. Donc, on a fait une évaluation pré et post-intervention. On n'avait pas de groupe témoin. Cependant, dans l'avenir, on aura un groupe témoin. Et donc, on pourra comparer les groupes où il y a eu intervention par rapport à ceux où il n'y en a pas eu. Donc, ça n'a pas encore été fait, mais ce sera fait à l'avenir. Christine Quinn, merci. Nous avons à présent une question de Tim sur les coachs, les formateurs. Ils demandent quelles sont leurs qualifications, où ils se situent. Je me demande si vous pouvez nous donner une idée aussi de leur formation, ces coachs. Grace Park. Eh bien, ils sont formés à l'Université de Victoria, au Centre du vieillissement. Le docteur Patrick McGowan en est responsable et c'est issu du modèle Stanford. Il s'agit d'une initiative fondée sur des données probantes qui se concentre surtout sur les maladies chroniques. Et les formateurs, les cadres, les encadreurs, les coachs en santé sont généralement des infirmières, des enseignants qui se portent bénévoles au Centre du vieillissement de l'Université de la Colombie-Britannique. Ils sont formés au cours de plusieurs jours et ils travaillent avec un coordonnateur. Ils font un travail formidable en matière de diabète et d'autres maladies chroniques. Dans presque tous les pays, il existe un modèle comme celui-ci. Donc, c'est fondé sur des données probantes. Ce sont des personnes qui sont formées, soutenues, qui rencontrent régulièrement un coordonnateur pour veiller à ce qu'ils encadrent convenablement les patients. Si jamais il y a un problème, l'Université de Victoria envoie son personnel. Donc, jusqu'à présent, tout a très bien fonctionné. On essaie d'apparier homme avec homme et femme avec femme, et on essaie de mettre ensemble des gens qui ont des difficultés similaires. Le programme d'encadrement comprend l'évaluation PAM, qui est une mesure de motivation du patient pour savoir si le patient veut vraiment participer, s'il veut s'aider, si vous voulez. Et donc, c'est la première chose qu'administre ce formateur. Et donc, le patient a accès à tout cela, ainsi que le matériel éducatif, de manière tout à fait gratuite. C'est vraiment un programme formidable. Christine Quinn, merci Annette. Je reviens à la question de Eva. Un peu plus tôt dans l'exposé, Annette, lorsque vous parliez des éléments inclus dans l'évaluation, vous avez dit que
l'audition est inclue, mais pas la vision. Et Eva aimerait savoir pourquoi on n'inclut pas la vision. Annette Garmer, bien, je suis désolée. La vidéo est inclue, je crois que j'ai tout simplement omis de le dire. Christine Quinn, merci. Merci de la précision. Il y a une autre question concernant l'évaluation gériatrique globale. On demande s'il y a un examen des médicaments. Dr. Grace Park, oui, c'est tout à fait fait par les médecins. Cela fait partie de l'évaluation gériatrique globale. On demande de faire la liste des problèmes de santé du patient ainsi que les médicaments qu'il prend. Le nombre de médicaments, le nombre de problèmes de santé font partie du calcul de l'indice de la fragilité. Et c'est une possibilité pour le prestataire d'examiner la liste des médicaments, de voir s'il y a moyen de réduire ou d'éliminer certains de ces médicaments pendant cet examen des médicaments. Donc oui, tout à fait. C'est un gros élément, d'ailleurs, de l'évaluation gériatrique globale. Christine Quinn, merci. Alors, nous avons une question à présent d'Esha Ray Chaduri. Elle demande quelles sont les compétences de formation auprès des prestataires pour que ce soit efficace pour tous les patients et qu'on tienne compte des variations sociales dans un processus inclusif. Annette Garm, on a à la fois renseigné les médecins et d'ailleurs, on travaille étroitement avec l'association médicale pour les crédits. Donc, on travaille avec les sites qui mettent en œuvre ces programmes de sorte que les médecins assistent à des modules de formation sur l'indice de fragilité et sur la perte de l'autonomie. Ensuite, nous travaillons avec les sites de soins primaires car on a constaté que l'adoption de l'intervention exige, bon, car vous savez, il s'agit d'un changement de pratique. On passe à un modèle beaucoup plus axé sur les données probantes, donc cela exige du travail, mais on essaye aussi de soutenir une approche pluridisciplinaire. Le médecin ne fait pas l'ensemble de l'évaluation gériatrique globale. Il le fait avec ses collègues. Donc, il s'agit d'une évaluation vraiment exhaustive faite par un grand nombre de médecins. Dr. Grace Park, oui, je voulais ajouter que ceci est fondé sur l'information dont dispose déjà le médecin sur le patient, car le médecin connaît souvent le patient depuis des décennies dans le secteur des soins primaires. Et avec la mise en place de l'indice et tous les paramètres de l'évaluation gériatrique globale, s'il faut rencontrer un travailleur social parce qu'il y a un problème concernant le logement ou les finances, etc., c'est quelque chose qui fera partie du plan de soins. Donc, bien qu'on ait la compétence clinique du prestataire, on peut aussi faire venir d'autres professionnels au besoin. Christine Quinn, merci Chris. Johanna a fait une observation intéressante sur l'initiative CARES. Et elle dit que la valeur de CARES semble résider dans l'évaluation holistique de la personne année. Donc, l'avoir comme une personne plutôt qu'une collection de maladies ou d'organes à traiter. Alors, Grace, avez-vous quelque chose à dire à ce propos? Dr. Grace Park, oui, c'est une observation très valide et je vous en remercie. L'évaluation gériatrique globale est précisément globale. Elle regarde la personne de manière holistique car on sait que les personnes âgées doivent avoir accès non seulement à des professionnels de la santé, mais aussi à toute une communauté de personnes qui contribuent à leur santé et à leur bien-être. Donc, le GG est exhaustif, mais cela signifie qu'elle prend du temps. C'est pourquoi l'approche de soins par équipe est très importante et qu'elle se rattache bien à ce travail. Et pouvoir avoir accès à des professionnels alliés, cela nous permet de faire une bonne évaluation gériatrique globale qui ne serait sans doute pas faite aussi bien dans un milieu de soins primaires, quoiqu'on sait que les médecins, comme je le disais, peuvent le faire au fil du temps. On ne couvre pas tout en une seule visite, car les visites sont parfois plus courtes qu'auprès d'autres professionnels, mais au fil des ans, au fil du temps, on a une bonne idée
du patient, de à quoi ressemble son réseau social, ses soutiens sociaux. Et donc, c'est une bonne contribution que peut faire le praticien de famille à cette évaluation d'équipe. Christine Quinn, merci Grace. Jamie Ashton aborde une nouvelle question et demande si on travaille en équipe interdisciplinaire et que c'est un élément essentiel. Jamie nous demande comment le GG est-elle participé avec les équipes quand les membres de l'équipe n'ont peut-être pas tous accès au dossier de santé électronique. Pouvez-vous nous parler de votre expérience? Annette Garm. Eh bien, nous travaillons avec des cabinets de soins primaires où les médecins ont consenti au programme et donc l'infirmière clinique est déployée et nous avons un contrat juridique. Donc, il y a un certain élément juridique avec des protocoles d'entente qui permet à nos infirmières de faire la première partie de l'EGG et donc elles font la première partie de l'évaluation. Certaines des mesures physiques, donc 5 fois assis à debout combien de temps, ainsi que d'autres mesures de collecte de données. Et tout cela est surtout fait dans le dossier du médecin. Ensuite, c'est sauvegardé dans le dossier de santé électronique et le patient, lorsqu'il rencontre le médecin, n'a pas besoin de répéter cette information qui se trouve déjà dans son dossier. Le dossier peut donc être complété par le médecin afin de calculer l'indice de fragilité. Et ensemble, bon, pour nous, c'est une valeur diagnostique. Donc imaginez, vous avez une personne âgée qui se trouve entre 3 et 5 sur l'échelle de fragilité et que la personne âgée pensait qu'elle était 3 et qu'en fait l'évaluation dit qu'elle est 5. Le médecin doit aborder cette situation avec le patient, ce que cela signifie, qu'est-ce qu'on peut changer, quelles sont les priorités du patient, quels sont ses besoins. Et pour ces patients qui conviennent bien à l'encadrement, le médecin les aiguille vers le programme d'autogestion et d'encadrement. Et le patient ensuite travaille avec un formateur aux facteurs de protection de la santé et de réduction des éléments de fragilité, en augmentant surtout son activité physique, sa compétence nutritive et sa capacité à autogérer ses maladies chroniques et à résoudre ses problèmes. Dr. Grace Park, si vous me permettez, je n'ai pas signalé un peu plus tôt que le DSE fait partie du projet, mais que dans notre région, 5 DSE sont disponibles. Il y en a peut-être 8 d'ailleurs au total dans la province. Donc, pour le moment, on se penche sur un type de DSE à chaque fois, de sorte que tous les utilisateurs de ce produit aient accès à l'EGG et à l'IEF. À Fraser, nous discutons avec toutes les collectivités qui travaillent à l'élaboration de ces équipes multidisciplinaires de la communication entre l'autorité de santé et les cabinets de médecins. Et on essaie de voir s'il n'y a pas moyen de communiquer de manière virtuelle, de sorte que même les personnes âgées dans leur domicile puissent communiquer directement avec le cabinet du médecin. On amorce ce cheminement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Christine Quinn, merci. Alors, je pense qu'on a le temps de prendre une toute dernière question. Je vais sauter une question qui pourrait être très utile pour nos... Oui, je saute tout de suite à une question qui pourrait être utile pour les participants. Qu'est-ce que vous entendez par foyer de soins primaires?
Et pour les réponses auxquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui, à défaut de temps, on poursuivra, on y répondra ultérieurement par courriel. Annette Garm. Eh bien, le foyer de soins primaires est une chose dont on parle depuis environ 1 an dans la province. Le ministère de la Santé et les médecins de la Colombie-Britannique sont tout à fait favorables à ce changement des soins primaires. Une innovation qui provient du Collège des médecins de famille. Il s'agit d'avoir un groupe de médecins de soins primaires qui travaillent dans le même milieu. Lorsque le ministère de la Santé et l'Autorité de la Santé en ont parlé, donc on parle du personnel de l'Autorité de Santé qui sera intégré aux soins de santé primaires pour offrir des soins plus globaux dans la communauté, dans les cabinets, surtout pour une population comme les personnes âgées et les patients des soins de santé mentale. Et donc, dans le foyer de soins primaires, on aurait la connectivité grâce à la technologie. Donc, il s'agirait de communication par moyen électronique. Il s'agirait de déployer des infirmières, des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux, des diététistes de l'autorité de santé qui pourraient être disponibles et qui généralement travaillent exclusivement dans l'autorité de santé qui seraient déployés dans les pratiques de soins de santé primaires. Donc, le cabinet de soins de santé primaire qui pourrait être constitué de 3, 4, 5, 6 médecins de famille et leur personnel serait intégré à un foyer de soins primaires où il y aurait des professionnels alliés qui seraient consacrés à ces groupes de médecins de famille. C'est le concept du foyer de soins primaires qui est très bien accueilli par les prestataires de soins de première ligne qui trouvent très difficile de continuer d'offrir des soins dans le modèle actuel, surtout de manière plus holistique. Christine Quinn, merci Grace. Alors, je vais rapidement vous signaler que nous avons un webinaire le 28 juin. Nous vous encourageons à vous inscrire. Perspective des Canadiens, état actuel des soins de santé au pays et priorités futures. Alors, inscrivez-le à vos calendriers et inscrivez-vous maintenant. Et j'aimerais aussi vous remercier de vos excellentes questions. J'espère que vous avez trouvé cette séance informative et que vous serez des nôtres très bientôt. J'aimerais remercier le Dr. Grace Park, Annette Garm et le Dr. Barry Clark pour leurs excellents exposés aujourd'hui. Évidemment, Kelly et Sheena, qui travaillent en coulisses pour produire ce webinaire. Et merci à vous tous, participants. Votre rétroaction nous est très précieuse. Elle nous permet de préciser la programmation future de ces webinaires. Alors, nous vous demandons de prendre un petit instant pour nous donner une rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre bulletin d'information. Suivez ainsi les webinaires à venir. Nous vous donnons un petit instant pour remplir le sondage affiché à l'écran. Dites-nous si ce webinaire a augmenté vos connaissances concernant le modèle CARES. Si vous avez appris quelque chose de nouveau par rapport au modèle CARES, êtes-vous satisfait de ce webinaire? Est-ce que vous pensez pouvoir appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui dans votre travail et évidemment tout autre commentaire ou suggestion? Alors, quelqu'un nous signale que le Primary Care Network de l'Alberta est très semblable au Primary Care Home, au foyer de soins primaires de la Colombie-Britannique. Alors, merci à tous. Ceci conclut le webinaire d'aujourd'hui. La téléphoniste, mesdames et messieurs, ceci conclut l'appel d'aujourd'hui. Vous pouvez raccrocher. Passez une excellente journée.